Ensuite, on parle moto, Grand Prix, MotoGP, c'est ça, avec notre jeune Mathias. Mathias, si tu peux rapprocher un petit peu le micro, ou toi te rapprocher du micro, voilà, comme ça on te voit un peu mieux à la caméra. Je vous rappelle que bien sûr, vous êtes en train de nous écouter, le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook pour la vidéo, bien sûr. Alors, on démarre tout de suite. C'est avec quel âge il a démarré la moto? Allez, non. Une question. Surtout à quel âge on peut démarrer déjà. Alors, à quel la compétition ou la moto tout court? La moto quand il a été sur les circuits. Ah, quand il a été sur les circuits? Je sais pas, il y a 4 ans, donc à 13 ans. Non ah non, moi je vais vous faire un cours. Il a démarré, donc il est né en 2007 et il a démarré en 2013. Oui, oui, d'accord. Il avait donc 6 ans. 5 ans. À 6 ans, tu peux faire de la compétition alors à 7 ans, on peut commencer vraiment la compétition. C'est-à-dire c'est à partir de 7 ans où c'est vraiment légal la compétition. Mais moi, je commençais à l'âge de 5 ans sur des parkings et après, j'ai continué... Devant le Super U, là? Non, à Sospel sur des parkings et après, j'ai continué, j'ai fait des entraînements sur des circuits et j'ai été dans des écoles qui m'ont aidé à m'améliorer un peu toutes les positions. On va en parler de ça. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu as été vers la moto? Petit, on t'a mis une moto dans les mains, qu'est-ce qu'il a fait? C'est papa ça derrière, à mon avis. Alors, il y a du papa dans l'air là. Ouais, c'est surtout grâce à mon père, c'est lui qui m'a inculqué un peu le savoir de la moto. Alors, et vous avez vu, il dit encore grâce. Ouais. Hein, peut-être que je sais pas. Pas à cause. Non, s'il a un beau palmarès, c'est pas à cause, c'est grâce. Ouais. Non, papa il a bien sûr. Alors, c'est grâce à lui parce que. T'as eu une petite moto quand t'étais jeune? Non, c'est de base il voulait pas me mettre dedans. C'est moi juste qui demandais, qui voulait énormément. Tu voulais une moto, quoi. C'est ça, je voulais rouler parce que en fait il était président de la ligue de course de côte. Et du coup, j'étais pratiquement tous les week-ends en regardant des motos. Et quand on est petit, qu'on voit des motos, ça aide un peu. Je comprends mieux. On connaissait pas cette partie de son histoire, on la connaît. Effectivement. Donc, effectivement, tu avais envie. Donc, tu as mis 6 ans, 5 ans, entre 5 et 6 ans, première moto dans les mains. C'est ça. Ouais. Sur les parkings? Ouais, sur les parkings. Au début, papa il m'aidait, il était derrière moi. Et après, il m'a vite lâché parce que j'arrivais à prendre main facilement. Alors 2013, début de la pratique sur circuit. 2016, donc là il a 3 ans de plus, donc ça, on va calculer 8 ans, c'est ça, hein? 2016, 3e au championnat de Provence de la montagne pré-espoir. De la montagne, donc c'était des courses de côte. Courses de côte, c'est ça. Moi j'ai commencé, je suis resté dans la lignée de papa et j'ai continué à faire des courses de côte. Parce que donc, excuse-moi de te couper, donc toi tu faisais aussi de la moto, donc alors, si j'ai bien compris. Tout à fait. Moi, si vous voulez, j'ai fait la compétition, j'ai participé au championnat de France de supermotard et en 2002, j'ai eu un grave accident, donc qui m'a retiré de la compétition. Et passionné que je suis, les gars du club m'ont demandé de prendre la suite du club, donc du coup on a créé le club de Sospel, le Sospel Motosport. Ah d'accord. Et comme la moto c'est ma passion, c'est un peu une drogue, donc automatiquement je me suis investi dans ce sport-là pour vivre par procuration, ce que je ne pouvais malheureusement plus faire. Et derrière, donc je me suis très impliqué dans la moto, je suis devenu président de la commission Vitesse PACA pendant presque une douzaine d'années. Et par la suite, après j'ai rencontré un pilote de haut niveau qui s'appelle Sébastien Gemmer, avec lequel donc, on a travaillé, on a collaboré. Et dès 2016, donc, il avait une école de moto où je me suis associé avec lui, qui s'appelait la Race Experience School. Mais dans le coin, c'était ça? C'était à Fréjus. Ah oui. Donc on roulait à l'époque sur le circuit de karting de Fréjus et le circuit de karting du Luc. On connaît effectivement. Hein. Donc grâce à cette initiative, donc, on a pu inculquer à des enfants la pratique et l'initiation. Et voyant que l'école était bonne, on a dirigé aussi du petit sur les adultes, où on faisait des roulages sur le grand circuit du Luc. Et par rapport aux enfants, donc, on avait une cellule qu'on avait créé, une cellule compétition, et avoir les enfants pratiquer et progresser tout au long de l'année. Chaque année, on leur offrait ce qu'on appelait une carotte, un joker, et on les amenait sur la finale du championnat de France à Alès, qui était le championnat de France 25 Power, et c'est comme ça que Mathias, avec 4-5 de ses copains, puisqu'on faisait une sélection et on leur offrait cette journée-là, ce week-end-là sur Alès. C'est comme ça qu'il est arrivé sur les circuits, sur le monde. Voilà, c'est comme ça que Sébastien avait vu en Mathias justement qu'il était un petit peu doué et qu'il était accrocheur, et donc on l'a initié avec ses collègues dans ses courses de vitesse, donc là sur des circuits de karting. Et c'était plus de la côte là. Non, là c'était plus de la côte. Donc Mathias, comme il disait, il a commencé à faire ses gammes sur les pistes, sur les circuits. Comme on n'avait pas le droit d'y aller, donc il roulait en course de côte. Il a fait le championnat de Provence à plusieurs reprises sur une Piwi 50, une Piwi 80. Après, il a une 110 ovale. Et grâce à cette initiative, donc ça lui a permis lui de pouvoir acquérir un petit peu d'expérience. Et au regard des autres, donc on l'a mis après
dans la compétition, dans le grand bain. On va donner la suite un petit peu du palmarès avant de savoir qu'est-ce qui fait qu'on devient champion. Parce qu'en fin de compte, il y a quelque chose. C'est pas si parce qu'on est bon, surtout. Qu'est-ce qui fait que tu deviens champion? Faut un peu de talent. 2017, vice-champion de Provence de la montagne pré-espoir. 2018, champion de Provence. Donc là, allez, avant vice-champion. 2018, c'est moi le boss. 2018, champion de Provence de la montagne pré-espoir. 2019, 15e. Alors, ça veut dire quoi? C'est IV Junior. C'est en italien, ça veut dire Campionato Internazionale di Velocità. Alors, 15e au Campionato Internazionale di Velocità Junior Italie, donc meilleur, donc il a fait meilleure 4e place. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est aux qualifications. En fait, je me suis qualifié 4e place. Et voilà. La course, 2020, champion d'Occitanie, 25 Power, V4. Ça dit, tu nous traduis un petit peu? V4, c'est la cylindrée. C'est parce qu'en fin de compte, c'est par rapport à la pratique. Donc, c'était la plus haute marche. Et il concourait, c'était le plus jeune à se bagarrer avec des personnes qui avaient entre 25 et 40 ans. Ah oui, carrément. D'accord. Carrément. Surclassé. 2021, champion de France mini-GP, 3e. Voilà, ça, c'est un des tes meilleur palmarès, plus gros palmarès. C'est là où tu es un petit peu arrivé à Menton et qu'on t'a un petit peu vu sortir médiatiquement sur Menton, effectivement, hein, avec la mairie qui est venue, qui t'a remis un prix, je crois, effectivement. Ouais. Donc c'était en 2021, champion de France mini-GP, 3e à la conférence Cup mini-GP, et il est dans le top 20 au championnat du monde, donc FIM, ça veut dire Fédération Internationale de Moto, en World Series mini-GP. Oui. Il est dans le top 20 mondial. Mais donc ça, c'est pour déboucher sur ce qu'on voit, le Continental Circus, là, avec les 500 et les 2,5 et tout ça, non? Non, c'est pas encore ça. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, en 2021, il y a la Dorna, qui est le promoteur du MotoGP, qui avait instauré avec plusieurs fédérations, dont la France avait participé, à un championnat national OGP, mini OGP. C'était tous les pilotes avaient des 160, c'était monomarque, c'était la marque Oval, pour pas la citer, qui participait à ce championnat-là. Et suite aux résultats de 10 nations, donc les 3 meilleurs pilotes de chaque nation sont allés à Valence, en Espagne, lors de la finale du MotoGP, où justement, là, comme on voit sur la photo, il y avait Valentino Rossi qui prenait sa retraite à Valence, donc on a eu l'occasion... Alors, effectivement, j'ai voulu illustrer l'émission de ce soir avec une photo que j'ai été chercher sur Internet, et c'est Valentino Rossi que j'ai pris, mais je ne le savais même pas, tu vois. Il faut être spécialiste. Hein. C'est ce qu'on voit là. Oui, c'est la petite photo qui illustre un petit peu, parce que ce soir, on a invité quand même. Les amis, champion quand même. Et juste pour info, c'est l'année aussi surtout où Fabio Quartararo, notre pilote niçois, est devenu champion du monde. Tout à fait. Qui était pour l'occasion le parrain et l'ambassadeur de l'équipe de France, puisqu'il y avait 10 nations représentées. Et c'est pour cela, c'était la première fois que ça se réalisait. En parallèle, sur le grand circuit, il y a un circuit de karting que la Dorna avait aménagé pour que les enfants puissent faire ce qu'ils avaient appelé, eux, la manche mondiale, puisque c'était ces 10 nations. Et Mathias, par rapport, il a eu un souci, puisque dans les qualifs, il a eu un gros accident, mais il a fini dans le top 20 au niveau mondial. Et maintenant, on a des pilotes qui vont très bien. À court terme, on peut espérer le voir donc déboucher sur ce genre de... On va lui poser la question, les amis. C'est ça, non? Voilà. Là, vous anticipez, mais c'est le but de la carrière actuelle de Mathias. La suite, c'est quoi, là? Alors attendez, déjà je finis parce qu'on va 2023 champion participation donc en junior GP dans la catégorie européenne talent, donc en cup pré-moto 3. Alors c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas c'est du 250, c'est ça, centimètres cubes. Exactement, c'est mon marque. Et 2024 participation pareil dans la même catégorie. Ça fait déjà 2 ans que tu cours dans cette catégorie maintenant, 2023-2024, et un objectif en 2025, participer au championnat d'Europe European Talent Cup. Ouais. Donc mais l'année prochaine, enfin cette année, je veux dire. 2025. Ben non, c'est pas participer, c'est la 3e année. Ah d'accord, donc du coup, 2023, 3e année. Okay. Mais mon objectif pour cette année, ce serait de finir au moins dans le top 10 à la fin de l'année au championnat. Ce serait le goal ultime. Après, s'il y a mieux, c'est tant mieux. Voilà. Et non, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait, mon cher Mathias, qu'on a ce truc qu'on est devant, qu'on gagne? Qu'est-ce que tu as dans la tête quand tu montes sur une moto ou que tu rentres sur un circuit? Alors déjà, un championnat de France, c'était, on va dire, un peu plus facile parce que le niveau était moins élevé comparé à l'Europe. Parce que quand on arrive en Europe... en plus de ça, les amis, il est modeste. Quand on arrive en Europe, en fait, c'est les meilleurs mondiaux. Il n'y a pas... À mon âge et à ce type de cylindrée, il n'y a pas meilleur, en fait. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'on s'était dirigé vers ce championnat. Combien de pilotes à peu près sur une saison? Combien de pilotes vous êtes sur un...
Alors, il y a un format un peu particulier dans ce championnat. Nous sommes 60. Donc, quand on débute un week-end de course, on est 60, mais il n'y en a que 30 qui peuvent faire les courses à la fin du week-end. Il y a les qualifs. C'est ça. Il y en a 30 qui rentrent à la maison. C'est ça. Et régulièrement, tu es dans les 30, toi. Ouais. Cette année, j'étais pratiquement à chaque course dans les 30. L'année dernière, ça a été plus compliqué parce qu'on débutait, on connaissait pas la moto, les circuits, vu que c'est à l'international, en fait ça se déroule en Espagne, au Portugal, ce que j'avais demandé. En Italie, donc ouais donc dans les 30 je vais vous annoncer après, je vais vous dire le budget parce que c'est ce que j'allais dire. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas une écurie qui est derrière et qui sponsorise le truc, ou c'est à vos frais à vous? Disons que Mathias fait partie du team BRS, c'est pour la deuxième saison, puisque là on a signé pour la saison 2025 dans le team BRS, qui est un team 100% français basé aux alentours de Lyon. Bréchamp Racing Cool. Exactement, mais c'est un team payant, c'est-à-dire qu'automatiquement aujourd'hui le but de Mathias c'est de pouvoir se faire remarquer pour pouvoir attirer justement dans le futur des écuries ou des mécènes qui croient en ses capacités. Oui, parce que là aujourd'hui il a 17 ans. Tout à fait. Mais le jour où il est majeur, il peut très bien signer un contrat avec une écurie qui va le faire performer, quoi. Ah, même à 17 ans, je pense. Oui, maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il y a une nouvelle réglementation parce qu'en moto, ça fait, je pense, 5 ans qu'il commence à y avoir de plus en plus de morts en moto via la sécurité et au niveau âge aussi. C'est-à-dire, quand je parle niveau âge, maintenant, pour arriver en mondial, il faut avoir minimum 18 ans pour pouvoir faire une course en mondial. C'est-à-dire la plus petite classe en mondial, c'est-à-dire le Moto 3, avec des 250 comme nous on roule, c'est 18 ans minimum. Ou si on fait un championnat ou si on finit top 3 du championnat Moto 3 junior, on peut avoir une dérogation si on a 17 ans, ou si on finit dans le top 3 aussi de la Red Bull Rookies Cup. Et c'est le seul moyen d'y arriver en ayant moins de 18 ans. C'est la dérogation en fin de compte. Là aujourd'hui dans le championnat au-dessus, en fait les motos sont toutes les mêmes. Alors nous c'est des motos toutes les mêmes. Normalement c'est une moto de série, quoi. Voilà, c'est ça. Normalement il n'y a pas de triche, pas de réglage, pas de réglage. Tout se joue sur le pilotage. Normalement oui. Après il y a certains teams, vu que c'est des teams de mondial, ils changent. Par exemple la ligne du pot d'échappement, le pot d'échappement. Ça tu as le droit. Ça on a le droit. On a le droit, c'est autorisé à une certaine limite. Mais quand on met toutes ces... Parce qu'en fait, eux, ils étudient vraiment bien le règlement. Quand on met tous ces petits changements bout à bout, tu veux dire que la moto, elle est un peu plus performante. Voilà. C'est presque pareil, mais après, il y a en ressortie de virage, il y a toujours un petit changement qui font que... Ça, c'est le pilote qui parle, tu vois, vraiment. Bien sûr. Alors, moi, j'aurais voulu savoir aussi, ce soir avec nous, on va annoncer le budget là dans quelques instants, mais le palmarès, on l'a donné. Comment ça se passe une préparation? Puisque là, le championnat reprend en mai. Je lui ai posé la question tout à l'heure. Là, il s'est arrêté en novembre et le championnat reprend en mai. La préparation, comment ça se passe pour revenir sur le championnat? Puisque là, tu vas être c'est un championnat européen. C'est international. Ouais. International. Donc là, comment ça se passe ta préparation actuellement? La préparation, surtout en hiver, elle est très spécifique. Toi, tu vas à l'école toujours, hein? Oui, moi, je vais toujours à l'école. Donc ça m'enlève un peu du temps aussi pour pouvoir m'entraîner physiquement et en moto, aller à l'école. Mais en hiver, c'est très spécifique. Il y a beaucoup de... Tout le temps libre que j'ai, en fait, c'est du temps à gagner sur une préparation mentale, physique. D'accord, j'allais dire physique, beaucoup de muscu, certainement. Non, la muscu, pas tellement, mais plus beaucoup de cardio. C'est-à-dire beaucoup de course à pied, vélo. D'accord. Après, beaucoup de renforcement musculaire aussi. C'est-à-dire, surtout, quand on fait de la muscu, c'est surtout basé sur l'endurance des muscles. C'est pouvoir tenir Maxime avait dit, à part un message de Maxime qui disait qu'il t'avait entraîné. Maxime Brandimart, c'est. Oui, Maxime nous a envoyé un message, effectivement. Un ami de mon père qui tient le team MB375. Exactement. Et oui, il m'avait entraîné. Là où j'ai eu mes 2 titres de champion de France, c'est là où il m'avait entraîné. Alors on va lui faire un petit clin d'œil, il est en Thaïlande actuellement. Donc, où il entraîne aussi là. Il est en train d'entraîner Rakib qu'on avait reçu ici, il est en Thaïlande en train de l'entraîner. Décalage horaire, je pense qu'il n'est pas en train de nous écouter, ou il écoutera plus tard. Par contre, je signale aussi à tous ceux qui nous suivent comme Clément, T-Max, Performance, il y a plusieurs personnes qui regardent ce soir, que le papa de Mathias est bien là, mais qu'il est hors caméra. Voilà, donc si vous entendez sa voix, mais il est là. Voilà, donc la préparation, donc tu disais, et il faut aller sur les circuits quand même. Donc à quel moment
À chaque fois, je veux dire, il faut quitter Menton, aller sur des circuits pour tourner un petit peu. Oui, les moments après, là, surtout cette année, en fait, on a beaucoup compris que la moto, c'était très important. C'est-à-dire les entraînements en moto, c'était très important. Avant, papa, ça va peut-être pas lui plaire, mais on va dire, je trouvais que c'était un peu minime les entraînements en moto que je faisais comparé aux autres et les autres, en fait, ils s'entraînent tous les jours, déjà parce qu'ils vont pas à l'école. Ouais, mais c'est un coût aussi, c'est ça aussi le problème. Après, je pense que c'est plus ça, c'est un coût. Après, il y a une raison financière aussi, bien sûr, parce que malheureusement, ce sont des motos qui coûtent très très cher à l'entraînement et à l'entretien surtout, et chaque fois qu'on sort, déjà malheureusement, nous on est un peu mal desservis sur le littoral. Chaque fois qu'on doit sortir, on doit faire minimum 200, 300, voire 400 km pour aller sur un circuit. Pour aller sur un circuit, il y a l'utilisation de tout ce qui est consommable. Donc, et ce sont des motos qui coûtent très très cher. Écoute, on va donner le budget pour une saison. Alors, le budget 2025 pour une saison, c'est 117 500 €. Je vais vous donner un petit peu. La moto, 20 000 €. La préparation moto, 10 000 €. Les pneus pour la saison, 10 000 €. L'équipement du pilote, 7 000. Les pièces pour la moto, pour les changements, 10 000 €. L'entraînement, 20 000 €. C'est ce qu'il disait. En fin de compte, il faut aller sur des circuits. Donc ça coûte cher. Les mécaniciens, 6 000. L'ingénieur, 4 000. Les frais de déplacement, quand vous allez sur les circuits, 25 000 €. La licence, 1 500 €. L'inscription, 4 000 € pour s'inscrire sur les courses. Mais donc, voilà, ça fait un budget. Le team, là, BRS, il participe un petit peu à tout ça quand même. Il vous aide il nous aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le team nous demande de participer financièrement parce qu'aujourd'hui, c'est un team aussi qui dépend parce que c'est une structure commerciale. Donc lui aussi, derrière, il y a une rentabilité. On a des ingénieurs, on a un ingénieur qui nous suit puisque même s'ils ont 16 ou 17 ans, aujourd'hui, ils ont le même confort que dans le MotoGP. On récupère des datas de façon à faire des comparatifs, à pouvoir initier le pilote, lui montrer où il est bon, où il est moins bon, là où il se corrige. Et c'est un peu comme les mathématiques. Automatiquement, il faut travailler sur ces bases-là pour que le pilote puisse comprendre où aller grappiller 3-4 dixièmes, ce qui peut lui faire prendre 4-5 places sur une grille de départ. Bien sûr. Et automatiquement, ce sont des gens qui ont des compétences et comme on le dit toujours, la compétence se paye. Donc oui, BRS nous accompagne, mais aujourd'hui, on n'a pas l'autonomie de pouvoir mettre Mathias dans un team où aujourd'hui c'est free, quoi. C'est-à-dire qu'on a éventuellement les déplacements. On a la moto à déplacer, on a le manager à Mathias, son mécanicien, etc. Donc c'est pour ça que le budget, malheureusement, dépasse les 100 000 € pour qu'on puisse rouler dans les meilleures conditions possibles. Et dans ce budget, les résultats rapportent quand même que dalle. Non, mais c'est pas il n'y a pas de prime d'arrivée. C'est pas des Non, mais c'est ça. Pour vous donner un exemple, quand Mathias a été champion de France en FSBK en OGP en 2022, la fédération lui a alloué une prime de 1 500 €. Oui, alors par contre, où on tient à remercier la fédération, c'est qu'elle nous accompagne financièrement sur le budget parce que Mathias fait un championnat international et automatiquement la fédération accompagne, puisqu'ils sont plusieurs pilotes français à faire ce championnat-là, nous débloque du budget qui n'est pas négligeable, mais bon voilà, aujourd'hui qui ne couvre pas à 100%. On vous avez entendu, il y a presque la moitié, c'est que du déplacement et bien sûr, c'est pratiquement moi ça m'intriguait surtout, comme tu disais qu'il y a 30 pilotes du coup à chaque fois qui se déplacent pour rien finalement, enfin qui font que les qualifs. Alors, mais le but c'est de devenir champion aussi, mais après pas ils se déplacent pour rien, c'est-à-dire que la formule en fait du week-end, c'est on roule le jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Le jeudi et le vendredi, dans chaque journée, il y a 2 séances d'essai libre de 40 minutes. Tout à fait. Le samedi, cette année, il y a eu une nouvelle démarche pour le samedi. De base, normalement, le samedi, il y avait qualif 1 le matin et qualif 2 l'après-midi. Maintenant, il y a practice le matin. Practice, en fait, c'est une séance d'essai libre pour savoir si tu te qualifies en Q1 ou en Q2. La Q1, ça veut dire que tu n'étais pas dans les 10 premiers. Donc, si tu es dans les 10 premiers, tu passes directement en Q2 et tu fais les courses le dimanche. Mais si tu n'es pas qualifié par les practices, si tu n'es pas dans les 10 premiers par les practices, donc les 20 autres, ils vont en Q1. Les 4 premiers de la Q1, c'est du repêchage. Ils vont, en fait, il y a beaucoup un mélange de repêchage. Et les 4 premiers de la Q1 vont en Q2 et font les courses. Et ceux qui sont restés en Q1, qui n'ont pas fait les courses, qui ne sont pas qualifiés en Q2, le lendemain, le dimanche, le matin, à 9h, ils ont une course qui s'appelle la Last Chance Race. C'est la course de la dernière chance. Compensation. Où on a récupéré combien du coup ? Les 2 premiers, ceux qui finissent dans le top 2, ils font les courses. Ouais, donc c'est un beau week-end. Ça fait 2 fois 14. Ils sont 14 à être qualifiés directement parce qu'après, il faut une séance chrono pour déterminer leur place.
et les 2 derniers sont repêchés. Ça fait au final 30 pilotes le dimanche quand il y a 1 ou 2 finales pour pouvoir participer et là à ce moment-là se faire remarquer et prendre des points au championnat. Sachant aussi que en fin de compte tu t'entraînes aussi en même temps, ça te fait de la sortie d'entraînement. Disons que c'est un apprentissage, onéreux, mais là tous les enfants, tous les jeunes pilotes qui soient dans des teams privés, dans des teams officiels, parce que comme le disait Mathias, on a 4-5 teams qui sont présents en championnat du monde MotoGP. Donc si vous voulez, eux les pilotes, les teams espagnols ou autres préparent déjà les pilotes pour monter déjà l'année suivante en fonction de l'âge ou de leur performance en mondial. Donc si vous voulez, nous dans un team privé, on s'affronte à ces teams-là qui sont des teams renommés que vous voyez en MotoGP tous les week-ends quand vous regardez la télévision. Alors, ma question, j'ai encore 2-3 questions à te poser. C'est bien parce que tu as répondu un petit peu, j'allais te poser la journée type d'une journée de quand tu pars en course, mais tu nous l'as donné, c'est sur 4 jours en fin de compte. L'équipe, elle est constituée de combien de personnes? C'est qui l'équipe? Alors, ton équipe, pour toi, équipe voilà, qui te suit sur les courses par exemple, on va prendre. Pour mon équipe à moi, donc il y a le télémétricien, donc c'est une personne. Il y a mon mécanicien plus une aide du mécanicien, donc ça veut dire 2 mécaniciens, donc ça fait 3 personnes. Il y a mon manager, mon team manager, et après il y a tout dépend s'il y a le coach, ça fait 6, et après tout dépend s'il y a des accompagnants ou pas, mais on va dire minimum 6 pratiquement. D'accord. Et papa, ça, il est en retrait lui? J'ai pas le droit. Je lui demande de plus en plus d'être en retrait parce que j'ai de moins en moins besoin de son aide. Du coup, en fait, je préfère que... Ça te perturbe peut-être d'avoir le... Voilà, c'est ça. On va dire, je préfère que de temps en temps... On laisse plus faire les autres que entrer la famille. Oui, voilà, bien sûr. Toi, ça te dérange pas trop, Franck? Alors, pour être sincère, ça m'a beaucoup dérangé parce que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Mathias, je l'accompagne depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Donc, ça a été un peu dur. Ça fait 12 ans. Ça a été un peu dur d'apprendre et d'accepter de se mettre en retrait. Où je l'ai appris, c'est en plus, tu as un caractère de chef d'entreprise. Tu es un chef d'entreprise, voilà, donc aussi, c'est ça qui n'est pas évident. J'aime participer, j'aime entreprendre. C'est un passionné, je veux dire. Oui, passionné, je le suis. Il vaut mieux. Mais si vous voulez, derrière, où je l'ai appris, c'est en 2021, quand Mathias a participé à cette manche de mondial en mini-GP, où là, j'ai compris que chacun a sa place. Donc, il a son beau-frère qui est son chef mécanicien qui l'accompagne, il a son team manager, son manager. Moi, après, je suis là, voilà, parce que je veux être sur place. Déjà, d'une, j'apprécie beaucoup la discipline. De deux, c'est mon sang, c'est mon fils qui roule. Donc, on sait jamais ce qui se passe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je veux œuvrer à ses côtés, puisque j'ai eu la chance d'être avec lui quand il a eu ses 2 titres, et je voudrais être avec lui quand il va commencer à performer. Et puis tu es fier, c'est normal. Oui, je suis un papa, et puis on est responsable, donc il faut être aussi là. Normal. Mais voilà, donc c'est vrai qu'après, on paye des personnes, on paye des gens compétents. À un moment donné, il faut comprendre et accepter qu'on n'est plus juste à attendre. Je pense que ça a été un petit peu, malheureusement, c'est pas généralisé, mais ça a été un peu le problème de certains sportifs de haut niveau dans plein de sports différents qu'on a vus, notamment en France, où il y avait la cellule familiale qui était souvent derrière, et qui a contrecarré de temps en temps beaucoup le premier exemple qui me viendrait, par exemple, c'est la mère du footballeur Rabiot, là, qui a mis un pataquès terrible à l'époque. Bon, maintenant un petit peu moins. Je veux dire, c'était compliqué pour lui. Le Mbappé... L'été dernier avec la Juve, ça a confré quand même. Hein. Oui, non, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, on sent qu'il y a des parents... C'est tout à fait normal que les parents s'investissent, bien sûr, mais ils ont du mal à, justement, comme tu disais, à rester à leur place, et ça peut nuire des fois, hélas, au début de carrière du jeune en question, parce qu'effectivement, normalement, il y a une cellule qui se met en place autour de la vedette qui est en train de naître, et des fois les parents ont du mal à accepter ça, quoi. Je veux dire, si vous voulez, on fait déjà tellement de sacrifices financièrement, humainement, familial, puisqu'aujourd'hui beaucoup de choses gravitent autour de Mathias. C'est ce que j'allais te dire. Il n'est pas tout seul. Quand vous avez plusieurs enfants, donc il faut ménager le chou et la chèvre, comme on dit. Donc on a la chance que sa sœur adore la moto, elle pratique de la moto, c'est elle qui s'occupe de sa community manager, c'est elle qui s'occupe de sa communication. Donc si vous voulez, nous au niveau de la famille, il y a la maman qui s'occupe de tout ce qui est logistique, il y a le beau-fils qui est chef mécanicien, il y a la sœur qui s'occupe des réseaux sociaux, il y a le papa qui va chercher du financier et qui s'occupe tant bien que mal de pouvoir le mettre dans les meilleures conditions. Donc on fait tellement de sacrifices que le but c'est que votre fils puisse percer, ou tout autant déjà prendre du plaisir et évoluer et puis peut-être se faire remarquer,
que notre rôle, c'est pas au contraire que ce soit un frein. Nous, on est là pour lâcher le frein à main. Et à un moment donné, comme vous le disiez, il faut accepter que des gens prennent notre rôle. Ça a été dur, comme je le dis, il y a 4 ans de cela. Mais maintenant, je vais là-bas. Alors, ça fait bizarre parce qu'avant, je faisais tout. Là, je fais plus rien. Si, je fais des chèques ou des virements, mais bon, c'est comme ça. En attendant, voilà, c'est tout pour le bonheur de Mathias. Les amis, Mathias, donc la saison qui redémarre en mai. Donc, il nous a donné un petit peu le budget. On vous l'a donné. Une saison qui démarre en mai jusqu'en novembre. Donc, ça fait, sachant qu'en août, il n'y a pas de course. Là, je viens de compter sur le planning que tu m'as donné, le calendrier. Il y a 7 courses d'ici entre mai et novembre. C'est un championnat sur 7 courses. Alors, pour un week-end, ouais, voilà, 7 week-ends. C'est-à-dire pour un week-end, je sais plus exactement combien, mais il me semble en tout, il y a 3 jours. Il doit y avoir il y a 12 courses en tout. C'est-à-dire dans un week-end, des fois il y en a 2 et des fois il y en a une. Okay. Il me semble au total c'est 12 courses qu'il doit y avoir, ouais, c'est ça. Oui, il y a 2 finales où les pilotes peuvent prendre des points à chaque finale. Ouais. D'accord. Alors cette saison là, c'est la 3e saison que tu es en MotoGP européen. Comment tu te sens là pour cette saison? Tu as fait quoi l'année dernière? Tu as été toujours classé à peu près quoi? Moi l'année dernière, l'année a été très très dure, c'est-à-dire on va dire mentalement, surtout mentalement et physiquement. Alors mentalement ça veut dire quoi Mathias? Mentalement c'est que nous on cherche à savoir. Mentalement en fait c'est dans la tête en fait c'est déjà 2023 mentalement j'étais pas bien, c'est-à-dire de passer de tout gagner à rien gagner et à être très loin, ça fait un peu bizarre. Cette année j'avais déjà mieux compris, mais on a très mal commencé l'année. Je trouvais que j'étais loin et en fait au début je me plaisais plus à cette catégorie, j'arrivais plus. Et au fur et à mesure de l'année en fait j'ai compris, j'ai réussi à apprendre à m'amuser avec cette moto, à vraiment à tout faire bien avec cette moto, à la mettre dans tous les sens, à vraiment à adorer, à jouer corps avec la moto. Exactement, à jouer avec, à faire un peu n'importe quoi avec. Et oui, du coup j'ai pris vachement plus plaisir cette année. Et le plaisir on l'a vu aussi au niveau un peu des résultats, c'est-à-dire qu'au niveau chrono, parce que nous on parle que en chrono. Au niveau chrono, au début je me situais à 2 secondes, 3 secondes des meilleurs, et à la fin de l'année j'étais plus qu'à 1 seconde et demie des meilleurs. C'est ça qui est trop, c'est qu'une seconde à cette vitesse-là, c'est rien, et c'est rien et beaucoup à la fois. C'est rien, mais pour nous c'est beaucoup quand même 1 seconde. Est-ce que tu as failli abandonner? J'ai pas failli, mais il y a un moment où, surtout en 2023, mentalement en fait je voulais plus quoi. Ça m'a un peu dégoûté. Mais j'ai réussi à rester grâce à ma sophrologue là, que je fréquente aussi depuis plusieurs années, ça fait 2 ans. Tu as dit que tu étais un winner. Voilà, c'est ça. Et grâce à Maxime aussi, une fois de Maxime, je sais comment il est. J'étais sur des trucs avec lui. T'es un winner. Faut que tu te dises, je suis un winner. C'est Katia, ta sophrologue? Comment? Elle s'appelle Katia? Non, elle s'appelle Maïlis, ma sophrologue. Mais moi, je voulais savoir un truc aussi, c'est que, parce que tu as 17 ans maintenant, mais est-ce que, justement, dans ta tête, déjà, il y a un choix qui est fait? Parce que ça doit être difficile de cumuler des compétitions sportives de ce niveau-là, puisqu'apparemment, ça commence à monter en puissance. Et puis les études qui suivent leur cours normal, on va dire. Ça va être compliqué, ça. Ouais, après, moi, sincèrement, si j'étais que moi, s'il y a que moi qui décide, exactement, il y aurait plus d'études. Il y aurait plus d'école. Parce que, il faut étudier. Parce que, en fait, la moto, c'est ma passion, c'est mon rêve, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Ouais, mais imagine qu'il t'arrive quoi que ce soit et que tu puisses pas aller plus loin. Oui, mais pense-y ça. Non, là c'est les parents. C'est le papa qui parle. Mais avec des imaginations, on peut aller très loin. Oui, mais ça, tu sais, quand tu es parent, moi je me doute que c'est tes parents qui sont derrière et qui lâchent pas ça. Parce que quand t'es parent, c'est normal. Tu as la passion, mais quand tu es parent, tu sais que ton fils peut réussir, mais t'as peur de lâcher aussi parce que tu te dis, si ça marche pas, il fait quoi? Je comprends. Après. Moi, à mon âge, oui, je comprends, je comprends, mais à mon âge, par exemple, j'ai fréquenté énormément de jeunes de mon âge qui font de la moto aussi, et surtout des étrangers qui ont totalement arrêté les études. Mais est-ce que les parents derrière, financièrement, ils pouvaient tout assurer une saison? Ça financièrement, je sais pas, mais j'en connais qui sont plus vieux maintenant et qui regrettent aussi. Ça je le sais. Je me fais l'avocat du diable parce que je me mets à ta place. Tu as entièrement raison. Bon, après, il faut savoir une chose, c'est que Mathias, pour la 4e année consécutive, a un statut de sportif espoir.
qui est accordé par le ministère justement, et ce qui est très important pour lui et puis pour nous, puisque ça lui permet d'avoir des dérogations et d'expliquer aux établissements justement s'il est absent, c'est pas qu'il fait l'école buissonnière, c'est que justement il est convoqué pour des tests, pour des entraînements, pour des compétitions, et ça nous permet aussi dans le parcours scolaire avec Parcoursup de pouvoir justement l'accompagner, puisque Mathias est en terminale. Il a aussi un projet professionnel puisqu'il voudrait être dans le monde de la kiné, ostéopathie, ça il pourra vous en parler lui. D'accord. Donc c'est vrai que nous on lui dit la moto, nous on fait tout ce qu'il faut. Mais il faut que toi tu fasses tout ce qu'il faut aussi pour que tu puisses t'accrocher au niveau scolaire, pour pouvoir avoir ton bac, avoir un diplôme, apprendre un métier, parce que comme le disait Jean-Luc, une blessure, une inconvenue financière qui nous permet plus malheureusement de pouvoir subvenir, parce que plus les catégories, parce que là on est à 100 et quelques mille, mais si on monte en moto 3, si on va en mondial, on est à 250 000, etc. Je veux dire pour atteindre, parce que là il y a quand même beaucoup de pilotes aujourd'hui qui payent pour rouler. Donc si vous n'avez pas derrière vous soit les rêves financiers personnels assez lourds ou des sponsors qui croient en votre projet et qui abondent. Tous les sports automobiles ça coûte un bras, même le kart. Tous les sports automobiles qui dépassent le cadre de la passion. Là ça devient vraiment, c'est-à-dire que les gens vont déceler chez lui de la graine de champion qu'on va peut-être avoir. C'est tout le mal que je te souhaite, mon garçon. Moi je voudrais poser une question. Tu as eu beaucoup d'accidents? Alors c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est la saison a été très compliquée aussi. Quand je dis physiquement, c'est en fait je me suis beaucoup blessé aussi cette année. En parlant de blessures. Mais alors quand tu as un accident, j'imagine que vous le faites à une grosse vitesse. Les conséquences, c'est quoi? Alors, par exemple cette année, la course de Jerez, pendant les qualifications, je partais pour faire un très bon tour. Et à un endroit du circuit où ils avaient refait les vibreurs, je suis sorti un peu large. Et la moto, une des chutes les plus fréquentes, on va dire, en moto, qui se passe, ça s'appelle un hackside. Un hackside, c'est quand la roue arrière glisse, puis raccroche, et en fait, ça nous fait partir vraiment... La roue arrière chasse, en quelque sorte. Ouais, voilà, c'est ça. Et raccroche. Exactement. Et ça raccroche, et en fait, ça nous fait partir à 2-3 mètres de hauteur, et après, quand on redescend, c'est là où ça fait mal, quoi. Et donc, en parlant des blessures, par exemple, cette année, oui, à Jerez, j'ai fait un hackside, et je me suis... En fait, j'ai glissé, j'étais à plat ventre sur plus de 100 mètres. Donc, j'étais à 180 et j'étais à plat ventre pour essayer de m'arrêter. Donc, de 180 à 0, en fait, la combinaison, en fait, elle a brûlé à un endroit précis. C'était juste ici, là, elle a brûlé ici. Et en fait, je me suis retrouvé avec un trou dans la peau où on voyait mon os. Et après, j'avais une fracture où j'avais le métacarpe qui était déplacé. Donc j'ai pas pu continuer. Moi je voulais continuer le week-end parce que après avec le gars il est à moitié ruiné mais non les médecins m'ont dit formellement que c'était impossible. Heureusement, et que ça servait à rien. Après oui j'ai eu ça et j'ai eu aussi un autre problème hors chute où c'était un problème physique, c'est un syndrome en fait que tous les motards chopent, ça s'appelle le syndrome des loges et moi j'ai eu un peu ce syndrome avec un peu une contrefaçon où moi en fait il y a le syndrome des loges, les loges c'est la poche qui contient le muscle de l'avant-bras. Et ce syndrome c'est à force en fait d'utiliser les avant-bras, quand le muscle se congestionne, il veut s'agrandir, sauf que la poche est trop petite pour pouvoir contenir le muscle. Et le muscle, quand il veut s'agrandir, la poche il dit non, tu restes là, tu restes là, tu restes là. Et en fait, ça. Donc, t'as plus la force. C'est ça. Vous avez compris, futur kiné, vous avez compris, il est en train de vous faire un cours là. Mais Quartararo, il a pas eu ça? Oui, Quartararo, l'année dernière ou l'année d'avant. Il s'est opéré 2 fois, je crois, Quartararo. Complètement. Il a eu plusieurs fois, pratiquement tous les pilotes l'ont, et en fait, c'est un syndrome qui est récurrent. C'est-à-dire, on se fait opérer une fois, mais on peut se faire opérer 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fait, tout dépend de. Ça fait partie un peu des séquelles des motards. Qui dit opération dit un certain temps pour récupérer son autonomie ensuite. Voilà, c'est très handicapant. La chance que j'ai, c'est, vu que je suis jeune aussi, c'est je récupère très vite. Ouais. C'est, en fait, quand à partir du moment où je suis blessé, j'arrive à avoir un bon programme en fait pour bien avoir une bonne rééducation et vraiment me remettre comme si je m'étais pas blessé. C'est pas comme papa qui s'y vautrait au ski qui va mettre 6 mois pour s'en remettre, c'est ça un petit peu? Merci Jean-Luc. Voilà, moi j'ai une question quand même du coup qui m'intrigue, à part papa, c'est qui du coup ton idole absolu? Moi mon idole sur les circuits. Oui, oui, non, s'il me dit Clara Morgan, c'est un peu chelou. Non. il a le droit. Complètement, j'espère même. Non, mon idole, celui que je respecterai
pour toute ma vie, c'est Marc Marquez. Ouais. En fait, je le respecte pour tout. Retour parce de que blessure, voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout le côté physique et énormément le côté mental. Le côté pilotage aussi. Le côté mental, c'est... quand je parle du côté mental, c'est il s'est blessé, il aurait dû arrêter. Tout le monde lui a conseillé d'arrêter et il s'en est foutu. Et en fait, il est revenu pour regagner un titre de champion du monde et pour être à ex-aequo avec... non, pour être devant Rossi ou à ex-aequo. Et est-ce que tu arrives déjà dans ta catégorie aujourd'hui à avoir une différence ou pas avec justement des pilotes espagnols? Parce que les Espagnols font partie des meilleurs, je crois, sur le Gotha. On a 18 nationalités dans le championnat international. Les amis, mais la plupart, 60% sont des Espagnols. Ouais. Une émission qui va durer beaucoup plus tard ce soir, vous l'avez compris. On va aller jusqu'à la demi. Mais c'est vachement intéressant. On a une authentique vedette en devenir. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission? Vous allez commenter? Vous aimez tous les sports, je suppose? Ouais, moi j'adore tout. Vous allez voir. Alors là, tu vas en avoir un qui va s'exciter maintenant. C'est lui, tu vois. Jean-Luc, là, il a été calme. Pourquoi il y a un sujet sur Ben O'Keeffe aujourd'hui? Non, vas-y. Juste une chose. Nous, on voulait au niveau local vraiment remercier un petit peu tous les partenaires qui accompagnent Mathias. Merci. Parce que pour nous, c'est quand même important et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de les remercier. On ne pourra pas s'amuser ici à les citer, mais vous parliez de l'entraînement. Si vous voulez déjà rien que l'entraînement hivernal, ça permet à Mathias, parce qu'il fait aussi du motocross, donc il va au terrain de Monty qui est géré par la famille Perche, donc il l'accueille le plus facilement possible, qui lui fait des fois des passes droits pour que Mathias puisse s'entraîner parce qu'il connaît le statut de Mathias. C'est une famille justement remarquable, que ce soit de Donovan à Jonathan et au papa que j'ai eu l'occasion de connaître quand j'étais petit. Après, on a des entreprises locales comme SMBTP, comme Paoli Moto, comme justement Perche, il a le magasin de moto aussi, Starbike, donc qui accompagne Mathias. On a les Rapides du Cap, écoutez, j'ai pas sorti la liste, mais c'est vrai qu'on a Maxime qui accompagne Mathias sur la préparation physique, mentale, qui est toujours là quand on a besoin. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que s'il y a des entreprises locales qui veulent nous faire confiance et qui veulent abonder dans le projet de Mathias, en tous les cas, nous, on est attentifs. Voilà, c'est important le message. Mais on va suivre. On est attentifs, justement. Et justement, cette année, on a la chance que dans le programme, pour la première année en FIM Junior GP, il y a une manche en France qui se déroulera à Manicourt, Nevers-Manicourt, le premier week-end de juillet. Donc ça permettrait peut-être à ces entreprises-là de pouvoir inviter des clients ou des partenaires et justement œuvrer justement aux côtés pour que Mathias puisse continuer à participer à ce championnat-là et demain, je veux dire, toucher de son doigt son but, quoi. En tous les cas, c'est tout ce qu'on met en œuvre. Et puis merci à vous, à la radio, de nous donner un temps de parole pour pouvoir présenter. Nous, ce soir, tu as vu, on avait dit on va faire 20 minutes, on en a fait 40. Donc, t'es la vedette de ton école, alors, si je comprends bien. Non, même pas. Non. Ça va marcher. Je me cache plus. Je t'explique. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est qu'avec les filles, la moto, ça marche. Non. Alors non. non. Ça y est. Non, je vais te mettre à la guitare, parce que la guitare, ça aide aussi. Mais il fait la guitare aussi. Mais il a un 50 zip, et c'est vrai que quand tu passes de 220 à l'heure sur les circuits pour rouler à 45 à l'heure en ville, mais bon, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit. Ça casse le personnel. Comme on dit, ta ville n'est pas un circuit, et ça, je pense, Mathias, il a compris. T'es prudent en zip, du coup. Alors, les amis, vous savez ce qu'on va faire? Il va rester avec nous, mais bien sûr, on fait la photo, puisqu'on fait la photo après, alors. Ah bah oui, on va faire la photo maintenant. On coupe l'émission, on va faire la photo. En tout cas, tous les sponsors, tu as cité une partie des sponsors. Après, moi, je voulais aussi surtout citer BRS, qui m'a énormément aidé aussi cette année. Tu leur montreras la vidéo que tu les as cités. Je pense qu'ils sont sur le live, Aloisi de Roux et Clément aussi. Alors écoute, il y a beaucoup de monde sur le live ce soir, il y a tous des noms que j'ai jamais vus. C'est normal, on fait de la moto. Chloé Fissor, Anthony Bellé, Mariana Ivanov, Robins Le Sage, Manoj Jambo. Il y en a, je sais pas, c'est tous des noms que j'ai jamais vus, donc je sais que c'est tous des gens qui sont là pour toi. Emmanuel Ferrari de Sospel. Ouais, de Sospel, Manu, c'est le cousin. Non, mais par contre, juste une chose aussi, on tient vraiment à remercier. On parlait de la sécurité du pilote. C'est ça que je voulais dire. Je tiens surtout à remercier en fait mon équipementier, c'est-à-dire Choi, qui est présent du coup ici. T'as la casquette, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Choi qui m'aide au niveau des casques. RST qui m'a beaucoup aidé aussi au niveau des combis et qui m'a empêché d'avoir de plus grosses blessures. Aussi InMotion qui me protège au niveau airbag et aussi les bottes format qui protègent mes pieds pour tout de suite. Voilà. Ça c'est important parce qu'en fin de compte, il cite tous ces gens, mais je pense qu'on l'aide parce qu'il est bon. Parce que s'il n'était pas bon, les gens ils le suivraient pas, quoi. Donc, en tout cas, moi je suis très content. Tu restes avec nous, je te dis. Donc, on t'a reçu ce soir, je t'ai reçu dans l'émission Sport, mais au cours de la saison, on va te recevoir tout seul. Tu viendras avec papa, bien sûr, mais on te recevra pour faire une émission, pour savoir où tu en es sur cette saison un petit peu. Tu nous fasses un bilan un peu, parce que là, c'est bien. Nous, on aime bien quand on reçoit une personne une fois.
le suivre et savoir ce qu'il fait derrière. Ok, voilà. On fait comme ça. On a reçu un boxeur un jour, il a été champion de France la semaine qui suivait derrière. Tu vois, donc c'est tout le mal qu'on te souhaite. Là. Je change complètement dessus, mais ça m'intrigue. Le 29, il joue quoi, Rakib là? Il fait une